Trop longtemps l'Égypte antique est accusée à tort. Sacrifice humain, polygamie, harem, haine des albinos, autant d'images déformées par l'ignorance ou la projection d'autres cultures. Regardons les faits. Oui, certaines tombes royales, comme celle du roi Aha à Abydos, contenaient des serviteurs. Mais cette pratique disparaît rapidement. Les Égyptiens inventent les shabti. Ce sont des figurines destinées à remplacer symboliquement les serviteurs dans l'au-delà. Le message est clair. La vie continue, le service se poursuit. Et si, comme certains le prétendent, ces serviteurs avaient été sacrifiés, leur corps devrait montrer des traces de violence, fractures, coupures ou signes d'agonie liés à l'ensevelissement vivant. Or, les études sur les momies et les restes de ces sépultures n'ont jamais révélé de telles traces. Ce constat scientifique confirme que ces pratiques n'étaient pas des sacrifices, mais des actes de fidélité et de la continuité dans l'au-delà. Ce qui signifie que les serviteurs choisissaient volontairement de suivre leur pharaon dans l'au-delà, leur garantissant sa bienveillance. C'était des actes de dévotion. Le pharaon n'était pas un tyran. Il incarnait la Ma'at, principe d'ordre, de justice et d'équilibre universel. Des citoyens pouvaient déposer plainte contre lui. Certains pharaons reconnaissaient leur tort. Dans un tel cadre, l'idée de sacrifice humain est absurde. Que les détracteurs de l'Égypte antique nous apportent les preuves concrètes. J'ai dit à propos de cette désinformation, autant d'images déformées par l'ignorance ou la projection d'autres cultures. En effet, ceux qui critiquent l'Égypte oublient leur propre histoire ou, pour les Africains dépourvus de conscience historique, celle de leurs maîtres, chez qui les preuves de sacrifice humain sont bien documentées et avérées. Prenons le cas de la Chine. Les dépouilles archéologiques ont révélé des tombes contenant des sacrifices humains datant de la dynastie Shang. On est à 1600, de 1600 à 1040 avant Jésus-Christ. Par exemple, à Anyang, des fosses communes ont été découvertes avec des restes humains, suggérant des rituels sacrificiels. Et ça, vous pouvez rechercher sur le net, vous en aurez des traces. À Carthage, antique bien évidemment, les fouilles dans les sites appelés Tophet ont mis au jour des urnes contenant les restes incinérés de jeunes enfants, principalement des nourrissons, accompagnés d'inscriptions indiquant que ces sacrifices étaient dédiés à des dieux. Là encore, rien à voir avec nous. L'Empire aztèque. Des découvertes archéologiques à Mexico ont mis en évidence des centaines de crânes humains, témoignant de sacrifices rituels pratiqués pour honorer les dieux aztèques, dont la Bible. Venons-en. Dieu met Abraham à l'épreuve avec le sacrifice de son fils. Dans le Coran, ce même épisode est commémoré chaque année lors de l'Aïd, Al-Hada. Le sacrifice chez eux est glorifié.
Pourquoi le considérer comme barbare chez les Égyptiens, où il était volontaire, symbolique et spirituel? Pourquoi? Parmi les critiques, il y a aussi la polygamie. Venons-en. L'Égypte antique était monogame pour la grande majorité des citoyens. Les mariages multiples se limitaient à la royauté, et seulement pour des raisons politiques ou diplomatiques. Lorsqu'un pharaon épousait une princesse étrangère, ce n'était pas par plaisir, par désir ou caprice, c'était pour sceller une alliance, renforcer l'influence royale ou assurer la paix entre deux royaumes. Ces femmes entraient dans la cour et remplissaient un rôle diplomatique ou cérémoniel, mais elles n'étaient pas ses épouses au sens conjugal ordinaire. Quant au mythe des harems, il est anachronique. Les pharaons pouvaient avoir plusieurs épouses ou concubines, mais ces relations étaient encadrées et symboliques, non libertines. Polygamie et harem dans d'autres civilisations. Vous voulez qu'on en parle? J'aimerais bien entendre tous ces noirs qui viennent critiquer leurs ancêtres et autres, en faire autant avec les autres civilisations. Prenons l'Empire chinois. Les empereurs chinois avaient souvent de nombreuses concubines, en plus de leurs épouses principales. Cette pratique était considérée comme un signe de puissance et de prospérité. L'Empire ottoman. Le sultan possédait un harem composé de femmes de différentes origines, souvent issues de l'esclavage et jouant un rôle politique important à la cour. L'Ancien Israël. Des figures bibliques, telles que le roi Salomon, sont décrites comme ayant eu de nombreuses épouses et concubines, illustrant la pratique de la polygamie dans cette civilisation. Mais combien de religieux viennent dénoncer cela comme ils viennent dénoncer les pseudo-harems de l'Égypte antique? Enfin viennent les massacres des albinos. Là, on va prendre le temps de déconstruire. Il n'y a aucune preuve que les albinos aient été massacrés dans l'Égypte antique. Au contraire, les Égyptiens anciens semblent avoir eu un regard relativement respectueux et intégré envers les personnes présentant des différences physiques. Les animaux albinos étaient vénérés. Les violences contemporaines en Afrique à l'encontre des albinos liées à des superstitions ne sauraient être projetées dans l'Antiquité. Ces pratiques montrent une logique criminelle moderne, arbitrage entre rareté et demande, sécurisation des filières et mise en réseau des acteurs souvent protégés par des complices locales et régionales. C'est avec autorité que je vais effectivement me prononcer sur les cas des albinos parce que j'ai eu à faire des conférences sur ce point. Et j'ai eu la chance d'être accompagné justement d'une personne atteinte d'albinisme qui m'avait demandé effectivement de venir parler de cette cause. Ces pratiques montrent une logique criminelle, donc je disais, moderne. Mais analysons d'abord la critique. La question des prix montre que seuls les acteurs disposant de ressources substantielles peuvent financer ces rituels, déplaçant le problème de la sphère culturelle
vers une problématique sociale et structurelle. Inégalité économique, circulation de capitaux illicites et impunité. Ainsi, les crimes rituels ne peuvent être réduits à un simple phénomène culturel. Ils résultent de l'intersection entre croyances anciennes, pas forcément endogènes, et dynamiques mercantiles modernes. La lutte contre ces crimes exige une approche multidimensionnelle, sensibilisation et éducation, protection des droits humains, répression ciblée des réseaux transnationaux et transformation progressive des représentations culturelles. Que personne ne se fasse d'illusions. Qui en Afrique est en mesure de dépenser 75 000 € pour un rituel en vue d'obtenir un avantage dont les populations africaines que l'on sait pauvres ne sauraient disposer? La réponse vous donnera une idée des demandeurs. Il est essentiel de ne pas assimiler les guérisseurs traditionnels aux sorciers accusés de crimes rituels, car une telle confusion reproduit un stigmate colonial et déforme la réalité des pratiques africaines. Les preuves historiques ne montrent pas l'existence d'une tradition ancienne et généralisée de sacrifices d'albinos en Afrique. Ce phénomène est récent et lié à des superstitions bien évidemment modernes, amplifiées par des réseaux criminels. Il est également pertinent de souligner que ces crimes rituels s'inscrivent dans une logique de marché, comparable au trafic d'ivoire ou d'autres ressources naturelles. Contrairement à certaines pratiques traditionnelles africaines, comme le sacrifice de poulets domestiques effectué uniquement sur les animaux dont la pérennité est garantie, ces actes ciblent des êtres humains ou des animaux rares pour satisfaire une demande extérieure et lucrative. L'histoire montre que la destruction ou l'exploitation de vies humaines ou animales par des élites puissantes n'est pas inédite. Génocide, Shoah, braconnage pour le commerce international. Voyons les sources médicales. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Partons de l'Antiquité, notre Antiquité. Les papyrus médicaux décrivent diverses affections de la peau et des yeux. On y trouve des mentions de maladies liées à la dépigmentation ou à la sensibilité au soleil, mais aucune description explicite de l'albinisme. Conclusion. Les médecins de l'époque, donc de Tamérie, connaissaient certaines anomalies pigmentaires, mais ne distinguaient pas l'albinisme comme condition spécifique. L'Afrique n'a jamais identifié l'humain à la couleur de sa peau. La personne qui était atteinte d'albinisme, nous savions que c'était lié à une pathologie. L'Afrique a régressé. Les superstitions sont d'ordre de la régression. Les religions, l'esclavage, les invasions nous ont causé énormément de tort. Ces crimes, somme toute, se déroulent sur le continent africain et nous y participons individuellement ou collectivement. La responsabilité de mettre un terme à ces pratiques nous incombe donc directement. Il ne faut pas
qu'on l'oublie. Comme le rappelle une vérité fondamentale, c'est la réalité de nos différences qui constitue notre raison de vivre ensemble. Respecter et protéger nos traditions légitimes tout en condamnant les dérives criminelles est un impératif éthique et civilisationnel. C'est ce qui caractérise le Muntu. Redevenons des Bantous. Mais revenons quand même sur la persécution des albinos. On accuse l'Afrique et nos ancêtres. Mais ces Africains qui viennent dénigrer leurs ancêtres, est-ce que vous les voyez faire autant, faire des recherches, élargir plutôt leurs horizons intellectuels? Non, ils en sont incapables. On va le faire, nous. Persécution des albinos en Europe. Eh oui, ils ont été persécutés en Europe. C'est peut-être de là que ça vient. Au Moyen-Âge européen, les personnes atteintes d'albinisme étaient souvent perçues comme des êtres surnaturels ou diaboliques. En Europe, les rumeurs circulaient, les associant à des sorcières ou des démons, ce qui pouvait entraîner leur ostracisme ou persécution. Dans l'Europe moderne, bien que les persécutions aient diminué, les descriptions subsistent. Par exemple, en 2009, un rapport de l'ONU a documenté des attaques contre des albinos en Europe, bien que ces incidents soient moins fréquents que dans d'autres régions. Il y a l'amplification des clichés par les voyageurs européens, notamment au XIXe siècle. Prenons le cas de Napoléon. Napoléon en Égypte, lors de sa campagne, Napoléon a emmené avec lui des scientifiques et artistes pour documenter les découvertes. Cependant, les représentations de l'Égypte antique étaient souvent idéalisées ou exagérées pour correspondre aux attentes européennes. L'orientalisme au XIXe siècle, des artistes et écrivains européens ont créé des œuvres mettant en scène des harems luxuriants et des scènes exotiques, renforçant les stéréotypes orientaux. Ces représentations ont influencé la perception occidentale de l'Orient comme un lieu de débauche et de mystère. C'est simple. Allez sur Google, vous allez voir les dessins. Comparez avec ceux qui sont authentiques de l'Égypte antique. Comparez, regardez la forme des dessins. Cela n'a rien à voir. Les voyageurs européens. Des récits de voyageurs tels que Lady Mary Wortley, Montaigu, ont décrit les harems ottomans, souvent en exagérant les aspects sensuels et mystérieux, contribuant à la construction d'une image fantasmée de l'Orient. L'Égypte antique, soyons-en sûrs, n'a bâti sa grandeur sur le sang, ni sur le libertinage, et encore moins sur l'arbitraire. Elle a bâti sa grandeur sur la maat, la fidélité, le respect des morts et la continuité de la vie. Ceux qui l'accusent oublient sa sagesse, son sens de la justice et sa vision unique de l'existence.